Je n'étais qu'à quelques semaines de mon mariage lorsque j'ai fait quelque chose que personne ne m'avait demandé de faire, par pure curiosité, sans doute ni peur, j'ai commencé à apprendre la langue des signes française, pensant que cela m'aiderait à me sentir plus proche de ma fiancée, Chloé, et de sa mère, Monique. Notre maison semblait paisible, presque comme une répétition générale, les plans de table du mariage étalés sur le comptoir, des dîners tranquilles, des mains qui bougeaient doucement pour remplacer les mots, je pensais être témoin d'une intimité rare, puis un soir, debout à quelques pas de là. J'ai compris exactement ce qu'elle signait à sa mère, mon souffle s'est coupé, mon instinct a hurlé, et c'est à ce moment précis que j'ai réalisé que le silence dans notre maison n'était pas de l'amour, c'était une couverture. Au début, rien ne semblait assez grave pour être nommé, Chloé m'avait prévenu que sa mère, Monique, dépendait entièrement de la langue des signes, elle n'entendait pas, ne parlait pas, et selon Chloé, naviguait dans le monde extérieur l'épuisait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Alors quand elle a emménagé dans notre pavillon, je me suis adapté sans protester, la maison était grande, l'espace ne manquait pas, et Monique elle-même semblait douce, presque effacée, elle souriait souvent, se déplaçait sans bruit et ne réclamait jamais d'attention. Si tant est qu'elle essayait de prendre moins de place qu'il ne lui en fallait. Chloé était devenue sa voix, quand Monique signait, Chloé traduisait, du moins au début, mais avec le temps, le rythme a changé, des petites choses, des détails subtils, leur conversation durait plus longtemps, les traductions de Chloé devenaient plus courtes. Parfois elle les balayait d'un geste de la main, me disant avec un sourire rassurant que ce n'était rien d'important, juste des banalités du quotidien. Je la croyais, au dîner, elle signait pendant que je mettais la table, dans le salon, leurs mains s'agitaient pendant que je répondais à mes emails professionnels, le matin, elles échangeaient des gestes rapides au-dessus de leur café avant même que je sois complètement réveillé. J'étais toujours présent, mais de plus en plus inutile à l'instant, personne ne me disait de partir, personne ne demandait d'intimité, ce qui rendait la chose pire d'une certaine manière. Je me disais que j'étais déraisonnable, Monique n'avait pas d'autre moyen de communiquer, Chloé était une fille dévouée, c'était à ça que ressemblait la compassion, je me rappelais cela chaque fois que le silence commençait à peser plus lourd qu'il ne le devait, pourtant. Certains moments persistaient, parfois leurs signes s'arrêtaient net quand j'entrais dans la pièce, puis reprenaient dès que je détournais le regard, parfois Chloé répondait à sa mère avec une expression qui ne correspondait pas au ton qu'elle traduisait ensuite à voix haute. Une fois, j'ai demandé de quoi elle parlait et elle a hésité juste assez longtemps pour que je le remarque avant de dire qu'il s'agissait des courses au supermarché, j'ai ri pour détendre l'atmosphère. Je ne voulais pas être ce genre d'homme qui en veut à un parent handicapé d'avoir besoin de son enfant, mais lentement, l'atmosphère de la maison a changé, ce n'était pas plus bruyant, ni plus froid, c'était plus étroit. Comme si des conversations entières se déroulaient dans un espace que je pouvais voir mais dans lequel je n'avais pas le droit d'entrer. Je me suis retrouvé à choisir le silence délibérément, ne voulant pas interrompre ou paraître intrusif, plus je reculais, plus il leur semblait naturel de remplir cet espace sans moi, c'est alors que j'ai décidé de continuer à apprendre, pas pour espionner. Pas pour prendre qui que ce soit en flagrant délit de mensonge, je me disais que je voulais participer, mieux comprendre Monique, arrêter de me sentir comme un invité dans ma propre maison, cela semblait encore innocent à l'époque, presque attentionné. Je ne réalisais pas que le silence que j'essayais de combler faisait déjà exactement ce pourquoi il avait été conçu. Le changement ne s'est pas produit d'un coup, il est arrivé doucement, comme la compréhension le fait souvent, sans annonce, sans permission, à ce moment-là, apprendre la LSF faisait partie de ma routine, je m'entraînais par petits créneaux. Répétant les mouvements dans ma tête en attendant le début des réunions, traçant des formes dans l'air quand j'étais seul au bureau, je ne me pressais pas, je n'essayais pas de devenir bilingue du jour au lendemain, je voulais juste comprendre assez pour me sentir inclus. Pour combler ce fossé invisible qui s'était formé au sein de mon propre foyer. Cet après-midi-là ne semblait pas différent des autres, les détails du mariage, devis et faire-part, étaient ouverts sur l'îlot central de la cuisine, la maison était calme, ordonnée, presque comme un décor de théâtre, Chloé et Monique étaient assises dans le salon, tournées l'une vers l'autre. Les mains bougeant à ce rythme familier que j'avais appris à ignorer, je me suis dit de ne pas regarder, que ce n'était pas ma place, puis une phrase a attiré mon attention, pas une phrase complète, juste un fragment. Un mouvement que j'ai reconnu avant que mon esprit n'ait le temps de s'y préparer, je me suis arrêté de marcher. Monique signait rapidement maintenant, ses mouvements plus tranchants que d'habitude, il n'y avait aucune hésitation dans ses mains, aucune fragilité dans sa posture, Chloé répondait sans détourner le regard, son expression concentrée, contrôlée, je n'avais pas l'intention d'écouter. Je ne me suis pas penché, j'ai simplement compris, elle posait des questions sur le timing, pas sur le dîner, pas sur les courses, mais sur l'après,
Chloé a répondu d'un petit geste dédaigneux de la main signifiant que peu après le mariage, tout serait plus facile. Ma poitrine s'est serrée, elle parlait d'argent, pas vaguement, pas hypothétiquement, mais de virements, de factures, de ce qui deviendrait accessible une fois que nous serions légalement liés par le mariage. Chloé a mentionné des chiffres. Des montants ronds qui m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac, non pas comme des estimations, mais comme des attentes. Monique a réagi avec une impatience visible, demandant combien de temps elle devrait rester, combien de temps encore elle devrait faire semblant. Faire semblant, ce mot a atterri avant que je ne le ressente. Chloé l'a rassuré, elle a signé que je lui faisais confiance, que je ne remettais rien en question, que la maison, les comptes bancaires, les engagements tomberaient tous en place une fois les papiers signés chez le notaire. La bouche de Monique s'est courbée en un sourire que je n'avais jamais vu auparavant, pas doux, pas poli, mais satisfait, puis elle a signé quelque chose qui a fait rire Chloé. J'ai compris ça aussi, elle faisait référence à leur arrangement, à quel point il avait été convaincant. À quel point le silence rendait les gens négligents. Elle n'a pas signé mère et fille, elle a signé autre chose, quelque chose qui impliquait un partenariat, une stratégie. Mon corps a réagi avant mon esprit, je me suis figé, pas de façon dramatique, pas visiblement, j'ai simplement cessé d'exister dans l'instant, mes mains se sont engourdies, l'air semblait trop rare, le temps s'est étiré, suspendu entre une respiration et la suivante. Je me tenais dans la même pièce, dans ma propre maison, regardant mon avenir s'effondrer dans un silence complet. Chloé a levé les yeux à ce moment-là et m'a remarqué, instantanément, ses mains se sont arrêtées, son visage s'est adouci pour prendre une expression familière et étudiée, elle a parlé à voix haute avec décontraction, demandant si j'avais besoin de quelque chose. Monique s'est tournée et m'a souri. Avec cette même expression prudente qu'elle portait toujours, je me suis forcé à bouger, j'ai hoché la tête, j'ai dit que j'allais bien, j'ai pris un dossier sur la table, mon doigt stable malgré le bruit qui rugissait dans ma tête, je suis parti sans me presser, sans me retourner. Ce n'est qu'une fois la porte de la chambre fermée derrière moi que je me suis autorisé à respirer. Le mariage n'avait pas changé, la date n'avait pas bougé, tout le monde croyait encore à la même histoire, mais je savais alors que ce que je venais de comprendre n'était jamais censé arriver jusqu'à mes oreilles, et cette compréhension changeait tout, je ne l'ai pas confronté. Ce fut la première décision que j'ai prise après que le choc a desserré son étreinte, je me suis assis au bord du lit, les mains jointes sur mes genoux, fixant le vide tandis que mon esprit s'activait avec une clarté brutale. La confrontation aurait été satisfaisante pendant exactement 3 secondes, après cela, elle aurait été dangereuse, je l'ai compris instinctivement, quoi que Chloé et Monique préparaient, ce n'était pas impulsif, c'était structuré, minuté, et si elle réalisait que je savais. Elle ne paniquerait pas, elle s'adapterait, le silence, ai-je réalisé, n'était plus une faiblesse, c'était une couverture. J'ai repassé la conversation dans ma tête, non pas émotionnellement, mais stratégiquement, ce qu'elle supposait, ce qu'elle croyait contrôler, ce qu'elle pensait que je ne comprendrais jamais, leur confiance venait d'une seule chose, l'asymétrie. Elles avaient des informations que je n'avais pas, ou du moins c'est ce qu'elles croyaient, ce déséquilibre était la seule raison pour laquelle elles étaient assez audacieuses pour en discuter ouvertement dans ma maison alors que je me tenais juste là. Si je brisais cette illusion trop tôt, je perdrais le seul avantage que j'avais, alors j'ai choisi de me figer extérieurement et de réfléchir intérieurement. Au cours des jours suivants, je suis devenu exactement celui qu'elles attendaient que je sois, calme, agréable. Concentré sur les détails du mariage, j'ai posé des questions sur le plan de table, j'ai discuté des menus, j'ai souri quand Chloé traduisait les commentaires inoffensifs de Monique et j'ai hoché la tête quand elle disait qu'elle était juste fatiguée. Rien dans mon comportement ne suggérait que quelque chose avait changé. À l'intérieur, tout avait changé, j'ai commencé à prêter attention aux schémas plutôt qu'aux sentiments, quand elles parlaient, ou, ce qu'elles évitaient de dire à voix haute, quel sujet rendait Chloé plus attentive, plus contrôlée. J'ai remarqué combien de fois le ton des signes de Monique changeait selon que j'étais dans la pièce ou non, j'ai remarqué que Chloé ne laissait plus jamais traîner de papiers administratifs, à quel point elle devenait prudente avec les conversations informelles. Elles étaient prudentes mais pas assez. Le fait de rester de marbre m'avait acheté du temps et le temps m'avait donné de la clarté, j'ai compris alors pourquoi réagir immédiatement m'aurait tout coûté, la colère m'aurait rendu prévisible, la peur m'aurait rendu négligent, le silence me gardait invisible. Tant qu'elles croyaient que j'étais ignorant, elles continueraient exactement comme elles étaient, elles feraient des plans en supposant que j'étais toujours le même homme qui leur faisait confiance, cette supposition était leur erreur. Je n'étais pas encore prêt à agir, pas publiquement, pas de manière décisive, mais j'ai commencé à me positionner pour le moment où je le serais, j'ai passé en revue les engagements que j'avais repoussés, j'ai discrètement revérifié les limites que j'avais assouplies pour avoir la paix.
J'ai pris des notes mentales sur ce qui pouvait être annulé et ce qui ne le pouvait pas. Pour la première fois depuis la découverte de la vérité, je ressentais autre chose que le choc, le contrôle. Le fait de me figer ne m'avait pas piégé, cela m'avait protégé, cela empêchait le danger de me voir clairement pendant que j'apprenais à bouger sans être vu, et tant qu'elles continuaient à parler librement dans leur silence emprunté. Elle ne réaliserait jamais que la personne autour de laquelle elle planifiait tout n'existait plus, je n'avais plus besoin de réponse, j'avais besoin d'un levier, alors j'ai continué à jouer mon rôle, je suis resté plaisant, prévisible. J'ai laissé Chloé croire que le mariage avait toute mon attention pendant que je déplaçais tranquillement la mienne ailleurs. La clé n'était pas la vitesse, c'était le séquençage, un seul faux mouvement dans le mauvais ordre les alerterait, je ne pouvais pas me le permettre, j'ai commencé par ce qui était déjà à moi, pas de façon spectaculaire, mais méthodiquement, j'ai revu les engagements pris trop vite par confiance. J'ai ralenti les processus qui n'avaient pas besoin d'être immédiats, j'ai revérifié les arrangements qui deviendraient permanents après le mariage et posé des questions neutres qui semblaient pratiques, pas suspectes, chaque étape était assez petite pour être invisible en elle-même. Mais mises bout à bout, elles changeaient le paysage. À la maison, je suis resté banal, je ne regardais pas quand Chloé et Monique signaient, je n'interrompais pas, je ne demandais pas de quoi elles discutaient, cette retenue comptait, elles gardaient leur confiance intacte. Elles continuaient à parler librement de paiements qui seraient plus faciles à gérer plus tard, de factures qui n'importeraient plus une fois les comptes partagés, de la façon dont la situation était censée être temporaire. Elles parlaient comme des gens comptant déjà de l'argent qui n'était pas encore le leur, je les laissais faire. Au lieu de réagir, je documentais les schémas, le timing, la fréquence, la façon dont le ton de Chloé s'aiguisait quand le sujet dérivait vers les échéances, la façon dont l'impatience de Monique faisait surface chaque fois que les plans n'avançaient pas assez vite. Je n'avais pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit formellement, j'avais juste besoin de comprendre comment leur confiance fonctionnait et de quoi elle dépendait. Ensuite, j'ai commencé à ajuster les accès, rien qui ne puisse être retracé à une seule décision, juste des recalibrages subtils, des permissions revues, des dépendances réduites, j'ai tout présenté comme de la préparation, de la diligence. Comme le genre de comportement responsable que l'on loue chez un futur marié qui a sa vie en main, Chloé n'a jamais remis cela en question, au contraire, elle semblait soulagée que je gère des détails auxquels elle ne voulait pas penser, c'était là toute l'ironie, plus je paraissais confiant. Moins elle me surveillait de près. Je n'ai pas annulé le mariage, pas encore, le faire aurait soulevé des questions auxquelles je n'étais pas prêt à répondre, j'avais besoin qu'elle continue de croire que le calendrier était intact, leur sentiment d'urgence jouait en ma faveur, plus nous approchions de la date. Plus elles devenaient négligentes avec leurs hypothèses, le positionnement ne consiste pas à attaquer, il s'agit d'alignement, de s'assurer que lorsque le moment arrive, le résultat semble inévitable plutôt que forcé, au moment où tout était en place. Rien de dramatique ne s'était produit en surface, pas de dispute, pas de scène, pas d'accusation. Quiconque regardant de l'extérieur aurait vu un homme se préparant calmement au mariage, ce qu'il ne pouvait pas voir, c'est que les fondations sous cet avenir avaient déjà été démantelées calmement, proprement, et sans une seule confrontation, je n'avais pas besoin qu'elles avouent. Je n'avais pas besoin qu'elles paniquent, tout ce dont j'avais besoin, c'était qu'elles continuent de parler, de supposer et de croire que j'étais exactement là où elles m'avaient laissé, elles n'ont jamais remarqué que j'avais déjà bougé. Le dénouement n'a pas commencé par une dispute, il a commencé par le silence. 2 jours avant ce qui était censé être notre dernière réunion de préparation, Chloé est rentrée à la maison agitée, elle n'a pas dit pourquoi au début. Elle se déplaçait dans la maison avec une tension qu'elle ne pouvait cacher, vérifiant son téléphone plus souvent que d'habitude, s'arrêtant au milieu d'une phrase quand Monique lui signait quelque chose, leur conversation devenait plus tranchante, plus rapide, moins prudente. Je suis resté exactement le même. Quand Chloé a enfin parlé, ce n'était pas une accusation, c'était de la confusion, quelque chose à propos d'un délai, une complication qu'elle n'avait pas anticipée, elle l'a dit avec désinvolture comme si le problème se résoudrait de lui-même si elle ne l'examinait pas de trop près. Monique ne partageait pas son optimisme, ses signes étaient brusques maintenant, irritée, elle demandait ce qui avait mal tourné, je le savais déjà. Le calendrier sur lequel elle comptait n'existait plus, les hypothèses qu'elles avaient faites sur l'accès au fonds, sur l'inévitabilité, sur le contrôle que le mariage leur donnerait s'étaient effondrées silencieusement sous leurs pieds. Non pas parce que je les avais bloquées purement et simplement, mais parce que j'avais supprimé les raccourcis sur lesquels elles comptaient, elles ont commencé à se disputer comme elles ne l'avaient jamais fait auparavant, pas bruyamment, pas dramatiquement, mais avec urgence. Leur certitude avait disparu, remplacée par le calcul. Monique pressait Chloé de la rassurer, ce qu'elle ne pouvait pas faire, Chloé, pour la première fois, n'avait pas de réponse toute prête,
le mariage n'a pas été annulé en un seul instant, il a calé, des rendez-vous ont été reportés, des décisions nécessitaient soudainement plus de temps. L'aisance que Chloé projetait autrefois a été remplacée par une frustration qu'elle essayait de déguiser en stress, quand elle a suggéré de repousser la date juste un peu, je n'ai pas résisté, je n'ai pas posé de questions, j'ai simplement accepté. C'est à ce moment-là que la structure a finalement cédé. Sans la pression d'un mariage imminent, leur urgence est devenue visible, elles ont insisté là où elles n'auraient pas dû, demandé des choses trop directement, fait des hypothèses qui ne correspondaient plus à la situation, et quand elles l'ont fait. Les garde-fous que j'avais discrètement mis en place ont répondu sans mon intervention, il n'y a pas eu de révélation dramatique, pas de confrontation dans le salon, pas d'éclat de voix ou d'accusation, juste une suite d'événements qui ne pliaient plus en leur faveur. Chloé a réalisé la première, elle m'a demandé un soir si quelque chose avait changé, pas avec colère, pas sur la défensive, mais prudemment, comme si elle testait le sol sous ses pieds, je l'ai regardée et j'ai dit la vérité, juste pas toute la vérité, j'ai dit que j'avais besoin de temps. Que je n'étais pas à l'aise pour avancer comme nous l'avions prévu, Monique m'observait attentivement pendant que Chloé traduisait, son expression a changé d'une manière que j'ai reconnue immédiatement, pas de la confusion, mais de la reconnaissance. Elles ont compris alors que l'avenir qu'elles planifiaient ne leur était plus accessible. Le mariage n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu d'annonce officielle, pas d'explication offerte à qui que ce soit en dehors de notre foyer, il a simplement cessé d'exister comme option, et une fois cette porte fermée, tout ce dont elle dépendait s'est évanoui avec elle, je n'ai pas célébré. Je ne me suis pas senti victorieux, ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus stable que le soulagement, la connaissance qu'elles avaient échoué, non pas parce que je les avais combattues, mais parce que j'étais sorti du rôle qu'elles avaient besoin que je joue. Si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est que la force ne s'annonce pas toujours, Julien n'a pas gagné en dominant qui que ce soit, il n'a pas crié plus fort que ceux qui tentaient de le tromper, et il ne s'est pas précipité pour les exposer au nom d'une libération émotionnelle. Au lieu de cela, il a fait un choix plus calme, un choix qui exigeait de la patience, de la retenue et une profonde compréhension de ses propres limites. Ce qui ressort le plus chez Julien, ce n'est pas ce qu'il a fait à la fin, mais ce qu'il n'a pas fait au moment qui comptait le plus, il n'a pas laissé le choc se transformer en panique, il n'a pas laissé la trahison le pousser à une action imprudente. Il s'est donné le temps de voir l'image complète avant de décider quelle part de lui-même il était prêt à risquer, et c'est là que réside la véritable leçon, car la trahison n'est pas toujours évidente, elle ne vient pas toujours avec des éclats de voix ou des ultimatums dramatiques. Parfois elle se cache derrière la politesse, derrière les rôles familiaux, derrière un silence qui semble inoffensif jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le danger n'est pas seulement d'être trompé, il est de réagir avant de comprendre ce qui est vraiment en jeu. Julien a choisi la clarté plutôt que le chaos, il a choisi de protéger son avenir au lieu de prouver qu'il avait raison dans le présent, et en faisant cela, il s'en est sorti non seulement indemne, mais plus sage. Alors, voici un sujet de réflexion, si vous découvriez une vérité qui changeait tout, mais que la révéler immédiatement pourrait vous coûter plus qu'elle ne vous rapporte, que feriez-vous? Réagiriez-vous à la trahison ou feriez-vous un pas en arrière pour décider comment vous voulez que votre histoire se termine? Si cette situation vous a fait marquer une pause ou réfléchir, partagez vos pensées ci-dessous, et si vous appréciez les histoires qui se concentrent sur la conscience, les limites et l'intelligence émotionnelle, n'oubliez pas de vous abonner pour en voir plus.